Ne t'approche pas, qu'il me dit, en sortant de la douche. Je le regarde et je m'éloigne. Il est mouillé et a une serviette. Pliée de 3/4 sur ses épaules, il a une serviette, un essuie. Il a un essuie sur les épaules et je le regarde. Une nouvelle fois, il me dit « Ne t'approche pas ». Ne t'approche pas, qu'il me dit une seconde fois. Je m'approche et je le regarde. Je prends l'essuie ou la serviette par les mains pour le regarder. Là, il dépose un livre sur la table. Et au début, elle ne prêtera pas ses mains sur moi. Au début, il ne prêtera pas ses mains sur moi. Il ne prêtera pas attention à mettre ses mains sur mes épaules comme il le fait tout le temps quand il sort de la douche. Un bruit sort et j'entends la sonnette. Je vais ouvrir, je me mets devant la porte et je regarde. La sonnerie. La sonnerie persiste et la personne qui appuie sur la sonnette à l'extérieur nous regarde. Elle ne nous regarde pas, mais je vois qu'elle regarde au travers de la sonnette, au travers de la caméra, dans le couloir. Dans le couloir de l'entrée, je regarde et je projeta ensuite mon regard au-delà de la caméra, jusqu'au salon, avant de récupérer mon GSM qui vibrait. Je l'embrassai et je partais, ouvrir la porte. Le sol était recouvert d'eau. En revanche, je pouvais apercevoir, par-delà les collines et par-delà la fenêtre, je pouvais apercevoir les arbres. Je regarde ce qui ressemble à la ville. Je regarde ce qui ressemble à la ville, comme si j'avais l'impression de déjà voir ça depuis longtemps. La forêt d'un instant à l'autre, la forêt que je pouvais voir. La ville de l'autre côté, éclairée par de troublantes lumières, comme si c'était de la neige. Comme si c'était de la neige qui tombait. Éclairée par de troublantes lumières, je regarde dehors. Il se met derrière moi, et je me retourne, il est en boxeur noir, avec un débardeur noir. Je me retourne et je le vois enfiler un débardeur noir, il est en boxeur noir et me regarde. Ensuite il ouvre l'armoire, comme s'il laissait tomber les vêtements par terre. Je lui ai prévenu que la prochaine fois qu'il ferait ça, je les ramasserai et je les rangerai. Il prend ensuite un t-shirt. Il prend ensuite un t-shirt noir qu'il met. Il me regarde et se tourne vers moi. Et c'est là qu'il met ses épaules. C'est là qu'il met ses épaules contre les miennes. Il me prend par le bas du ventre. Il me prend par le bas du ventre et c'est là qu'en mettant ses mains sur mes épaules, ses épaules contre les miennes, je remets ses mains en les prenant par ses mains et je les mets contre mes pectoraux. Je les mets contre mes pectoraux. Le sol est recouvert d'eau. Le sol est recouvert d'eau et dehors il y a la forêt derrière. Je m'appuie contre la vitre et je sens le froid du vent passer juste contre la vitre. C'est troublant de voir que de l'autre côté on a la ville et que de l'autre côté on a la forêt. Je tombais sur le lit et je m'asseyais, les jambes en arrière et les poings serrés sur le sol. Les poings serrés sur le sol, je m'asseyais alors contre le lit, mais pas dessus. Pas dessus, mais contre le lit, je m'asseyais alors, avec les poings serrés sur le sol et les bras tendus vers l'arrière. Il se met en face de moi, m'embrasse et se relève, se met ensuite sur le lit comme d'habitude et me regarde. On sonne à la porte, toujours, les personnes qui sont à la caméra persévèrent à la sonnerie. Je vais ouvrir et là, elles entrent. Ce sont deux copines. Ce sont deux copines qui rentrent, Morgane et Kiki. Elles nous regardent et elles font comme chez elles. Elles font comme chez elles et dans un élan de vulnérabilité, elles s'installent sur le fauteuil. Morgane fond en larmes et me regarde en levant très discrètement la tête. En levant très discrètement la tête, Morgane me regarde dans un élan de vulnérabilité. Kiki dit qu'il s'est passé quelque chose. Elle s'assied et ensuite va dans le bar.
Elle va derrière le bar. Dans le bar, elle prend une bouteille que je ne connaissais même pas, qui était sûrement cachée par les autres. Elle l'ouvre et sert quelques verres qu'elle apporte sur un plateau. Elle les dépose sur la table. C'est un magnifique chef-d'œuvre qu'elle a fait. De grands verres blancs et transparents, de l'eau translucide et de l'alcool mélangé. C'est moderne. C'est presque improbable. C'est moderne et c'est presque improbable. Un chef-d'œuvre qu'elle a fait. Elle apporte les beaux verres qu'elle a pris, des verres translucides et transparents, de l'eau et de l'alcool qu'il y a à l'intérieur. Sur la grande table en béton, elle dépose ensuite les verres et elle dépose le plateau qu'elle avait pris. Censée les donner à tout le monde, elle les pose les uns à côté des autres, les 9 verres qu'elle a été chercher. L'alcool est translucide et pénètre à l'intérieur une petite rose. Pénètre à l'intérieur une petite pétale de rose, avec un raisin vert, ainsi qu'une olive, et une fraise. Je regarde les verres, et je lui dis comment est-ce qu'elle a fait pour poser le sucre glace sur le bord des verres. Elle me dit que c'est facile, rien de plus compliqué que de mettre de l'eau un peu translucide, de l'alcool, et d'y mélanger le sucre et de le déposer. On commence à parler de comment elle a concocté les cocktails, et c'est là qu'elle regarde par la fenêtre. La neige tombait, et depuis la fenêtre, moi j'arrivais à voir Morgane, en tout cas sa silhouette, qui pleurait, sur le côté. Sur le côté, j'arrivais à voir Morgane, sa silhouette qui pleurait sur le côté de là où se trouvait le canapé. Là où se trouvait le canapé, j'arrive à voir Morgane qui pleurait. Je me mets à côté d'elle, et je vois la neige tomber juste au-dessus, très légèrement au-dessus de la forêt, et très légèrement au-dessus des lampes perturbantes de la ville. Je ferme les rideaux, et je parle à Morgane qui est juste à côté de moi. Elle me regarde, et alors Kiki arrive avec son verre, commence à parler à Morgane, demande à ce qu'on puisse les laisser seuls. On les laisse seuls. Je pénètre dans la chambre avec Sylvane. Sylvane met son t-shirt troué dans le dos sur les épaules, un t-shirt noir, épaules de nu. Il me regarde, et c'est avec son boxeur noir qu'il s'avance vers moi. Avec son boxeur noir, il s'avance vers moi, je lui donne son jeans et il le met. Il se met sur le lit, et là, il relève un peu la manche qu'il a sur le côté. Il relève un peu la manche déchirée de son t-shirt qu'il a sur le côté, prend son verre qu'il installe sur la table, me regarde et me parle. Il se tourne vers moi et prend dans le pot qu'il y a sur le côté sur l'armoire les clés de la Audi. Il part et ouvre la porte du garage. Je vois la voiture s'en aller. Je ne fais rien, je ne dis rien, je reste installé là avec mon PC devant moi que je ferme. Au moment où il part, je me mets à la fenêtre et je lui dis au revoir. Il se retourne très légèrement en faisant une manœuvre et me dit au revoir lui aussi. Je prends la voiture et je remarque à quel point la fille, l'autostoppeuse, est exceptionnelle. Je remarque à quel point cette autostoppeuse est exceptionnelle. Elle tend le bras, elle garde le pouce en l'air et me regarde passer avec la voiture. Elle ne dit absolument rien et je regarde ses cheveux qui sont vraiment noirs. Ses cheveux qui sont entièrement noirs, je les regarde. Ils sont bien lissés et étirés vers le bas. Et c'est là que je regarde le fondement des nuages dans le ciel. Je regarde le fondement des nuages dans le ciel qui recouvre entièrement le ciel bleu. Avec la lumière de dehors, c'est le matin et je regarde. Cette lumière est vague et presque dorée. Elle est vague et presque dorée et elle casserait la couleur du bleu qu'il y a au-dessus de moi. Elle casserait presque la couleur du bleu qu'il y a au-dessus de moi. Et c'est là que je remarque cette autostoppeuse qui s'approche de ma voiture. Ma voiture s'arrête et je la prends en stop. Je remarque la couleur de ses yeux. Elle a de beaux yeux bleus et un carré frangé noir. Elle s'avance et me demande mon nom. Je lui réponds, et c'est là qu'elle me demande mon surnom. À l'intérieur, avec son carré frangé noir et ses yeux bleus, elle me regarde. Je lui réponds que je m'appelle Sylvane, que mon surnom c'est Sissi. On commence à parler de la famille et d'une personne qu'on aime bien, telle que notre mère. Là, elle s'avance un peu plus près et me demande si elle peut se mettre au siège passager avant. Je lui dis oui, fais comme chez toi.
Elle rentre et elle se met au siège passager avant. Je regarde ses yeux et je regarde la couleur du ciel. Elle me voit faire ça plusieurs fois, et là elle me demande la même chose. Pourquoi est-ce que je regarde le ciel? Pourquoi est-ce que je la regarde elle? Et pourquoi est-ce que je regarde le ciel? Elle avait tout le temps la bouche fermée, elle ne disait rien. Elle ne disait rien, elle avait tout le temps la bouche fermée, et je voyais qu'elle se frottait les dents avec l'ongle de son pouce. Avec l'ongle de son pouce, avec l'ongle de son index, elle se frottait les dents. C'était sûrement un tic nerveux. Là, elle se rapproche de moi. Elle se rapproche de moi, et tout doucement, elle commence à mettre sa main. Elle commence à mettre sa main d'abord sur la poignée. D'abord sur la poignée de la voiture, du changement de vitesse, elle met sa main. Elle s'approche de moi et je vois qu'elle a envie de me faire des avances. Elle met sa main ensuite sur ma cuisse et la passe à mon entrejambe. Je reprends sa main sévèrement, je la mets sur sa cuisse à elle et je lui dis « Je suis désolé, j'ai déjà un copain ». Au moment où j'ai dit ça, je savais qu'elle allait abréger sur mon copain, parler de Sylvain. Je regarde une nouvelle fois la couleur de ses yeux qui sont bleus, aussi bleus que ce qu'il y a dehors. Ses yeux qui sont bleus, aussi bleus que les ciels qu'il y a dehors, que cette couleur dorée qui est en train de casser le ciel. Cette couleur dorée qui est en train de casser le ciel comme la couleur jaune qu'il y a dès le matin quand on se lève et qu'on ouvre les rideaux. Je la regarde et c'est là qu'elle me donne son nom. Elle me donne son nom et je frotte alors sa main très légèrement. Je lui dis qu'elle a les mains froides. Elle remet sa main alors sur sa cuisse et je lui dis « Je suis désolé mais je ne suis pas célibataire, j'ai un copain ». Ensuite elle regarde par la fenêtre et demande si je peux ouvrir la fenêtre de son côté. Elle respire l'air et me dit son nom. C'est alors que je regarde ma guitare à l'arrière et je lui dis « T'inquiète pas, je t'écoute ». Elle continue à parler. Je ne veux pas rentrer, je veux continuer à parler avec elle. C'est ainsi qu'elle m'a invité prendre un café. C'est ainsi qu'elle m'a invité prendre un café et alors la jeune fille parle. Elle parle encore avec détermination. Elle a des opinions sur tout ce que je dis et elle parle avec détermination. Pourquoi, je ne sais pas, mais je l'écoute. Je l'écoute avec tellement de détermination qu'elle continue à parler. Elle a une opinion sur tout ce que je dis, tout ce que je raconte. À un moment, je commence à secouer la tête pour faire mine d'écouter ce qu'elle dit. Pour faire mine d'écouter ce qu'elle dit, je commence à secouer la tête. De temps en temps, parfois, je dis évidemment. Je regarde de temps en temps ses yeux et la couleur qui devient de plus en plus grisâtre, la couleur du ciel qui devient de plus en plus grisâtre à l'extérieur, fixant les buildings qui touchent le ciel. Je regarde ainsi le ciel qui devient de plus en plus grisâtre, mais je secoue la tête et de temps en temps je dis évidemment, bien sûr, parfois. Parfois ça diminue et je ne prête plus attention à ce qu'elle dit. Je regarde dehors encore une fois et de temps en temps j'arrive à voir quelques espaces bleus, tout comme ses yeux. Ça me donne un frisson et je regarde ses yeux qui deviennent de plus en plus clairs avec la lumière du soleil qui dehors apparaît et devient bleu comme ses yeux. Soudainement, je regarde cette fille et Sylvain m'appelle. Sylvain m'appelle soudainement et je regarde. C'est un faux numéro. C'est un faux numéro. Soudain, Sylvain m'appelle. Je ne décroche pas. Finalement, je sais que c'est un faux numéro. Il m'avoua alors avoir dit qu'il avait rencontré une fille. Quand je décroche finalement pour la 3e fois après avoir regardé 3 fois l'écran de mon GSM, il m'avoua avoir rencontré une fille. Je lui remercie de ne pas m'avoir menti et d'avoir dit la vérité. Finalement, je me retourne vers cette fille. Elle me dit son nom une nouvelle fois pour ne pas que j'oublie. Et elle semble avoir des moments d'amnésie. Elle semble avoir des moments d'amnésie, de temps en temps elle reparle de la même chose ou me redemande mon nom. C'est ainsi que je sors et je lui dis merci pour le café. Je pars avec la tasse qu'elle m'a offerte. Je pars avec la tasse qu'elle m'a offerte, que je laisse sur la table, et c'est ensuite que je pars avec le café qu'elle m'a offert à emporter. Je pars et je prends ma voiture, elle me dit merci et me remercie pour le café que je lui ai payé et qu'elle m'a payé pour moi. J'ai une tension dans le dos, j'ai peur que Samuel s'en rende compte, mais lui vient de m'avouer qu'il avait parlé à une fille tout comme moi je l'ai fait. On s'était promis de ne parler qu'à des garçons, de ne parler qu'à des personnes qui ne sont pas amoureuses de nous. Finalement, on s'était promis quelque chose et on a rompu tous les deux notre accord. Alors je reviens en panique, mais tout de même presque calmé, comme il m'a avoué qu'il avait parlé avec une fille. Je reviens et j'appelle le docteur Fisher, mon psy. J'appelle le docteur Fisher, mon psy.
Il me dit qu'il a une thérapie dans pas longtemps. Alors pourquoi attendre? J'avance et je prends la voiture. Je passe la première, je passe la deuxième et la troisième. J'avance sur les rues, sur les routes. Et pourquoi attendre? Je vais chez le docteur Fischer. Il m'ouvre sa porte et c'est là que je commence à parler. J'affirme que j'ai parlé à une fille et que j'ai rompu l'accord que j'ai fait avec mon copain. Il écrit alors tout ce que je dis et je dis à Samuel que je vais rentrer peut-être tard car je suis chez le psy. Il me demande pourquoi quand je rentre, finalement je m'assieds sur le lit. Il me regarde, m'embrasse, il me dit que rompre notre accord n'est pas grave. Il s'assied derrière moi, passe ses mains sur mes épaules et me fait un massage. Je me détends et je sens soudainement chaque vertèbre de ma colonne vertébrale se détendre. Comme si j'avais l'impression que ma colonne vertébrale était tendue quand je marchais dans les rues de New York. Quand il m'a fait ce massage sur le lit, j'ai l'impression que chaque vertèbre se détend les unes après les autres. Je le regarde, je l'embrasse et je dis « mon mari ». Il me répond « oui », je regarde par la fenêtre. Et je lui dis que j'ai rencontré cette fille qui a les yeux bleus, aussi bleus que le ciel. Dehors, il regarde et me dit que le ciel est gris. Je me retourne vers lui, et finalement il me regarde, et quand je me retourne vers lui, je suis déterminé à lui dire que finalement, si le ciel est gris, c'est que ça n'avait pas d'importance. On s'embrasse et on s'effondre sur le lit. On s'embrasse et on s'effondre sur le lit. On respire, on inspire et on expire. Il se tourne vers moi, dégage mes cheveux et m'embrasse une nouvelle fois. Il allume la télé, choisit une série et regarde Netflix avec moi. Soudainement, les lumières s'éteignent dans la chambre. Je ferme mon livre que j'avais commencé à lire. Quand il met le premier épisode, je regarde la télé qui finit par s'éteindre. J'éteins les lumières avec mon bras bionique et je le regarde. Il me dit merci et s'endort à côté de moi. Quand le dernier épisode est terminé, il est en train de dormir et j'entends sa respiration. Peut-être s'est-il endormi à cause des battements de mon cœur. Elle précisait qu'il est absent tout le temps, qu'il serait peut-être absent même la nuit, que la nuit elle ne se demande même pas et elle ne sait même pas s'il rentre tout seul ou avec quelqu'un. Je l'écoute et j'attendais dehors. J'attendais dehors et je l'écoutais au téléphone. Elle avait été une erreur pour lui. Peut-être d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir la porte et de rentrer. Au moment où j'écoute ce qu'elle me dit, elle me dit qu'elle avait peut-être été une erreur dans sa vie. Elle avait peut-être fait une erreur quand elle avait ouvert la porte au moment de rentrer. Sur la rue, je suis assise avec Morgane. Morgane pleure, est effondrée dans mes bras. Et moi, je suis là à côté. Je suis là à côté d'elle. Nous sommes toutes les deux assises contre la porte. Et elle me regarde, ouvert d'esprit. Elle me regarde et se pose les questions qu'elle imagine, qu'on imagine tous, les questions qu'on imagine tous auxquelles personne ne peut passer à côté. Ces choses qu'elle envisageait d'être peut-être vraies. Quelles étaient les pires motivations de son mari, de son copain, de son amant? C'est alors qu'elle pense à cette fille, cette femme. Elle était rancunière. Elle était rancunière et elle pense à cette femme. Était-elle peut-être une amante que son mari avait et dont elle ne savait pas l'existence? Elle devait alors quand même me faire Elle devait alors quand même me faire part et faire partie de sa vie. Elle devait faire partie de sa vie et me faire part de ses idées. C'est alors qu'elle commençait à me parler de ce qui la tracassait. Je lui demande alors à Morgane, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a comme idée en tête? Elle a dit qu'elle a été voir le docteur, mais que personne ne lui a prescrit un médicament, même pas le psy, personne. Et alors, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'elle me répondit que ce n'est pas dans les médicaments, peut-être qu'elle trouvera le calme et le silence, qu'elle pourra oublier. Je soupire, et est apparu alors un vent glacé. Est apparu un vent glacé et quand j'ai pris un soupir. Quand j'ai pris un soupir, que j'ai soupiré vers le bas, est apparu ce vent glacé. Je faisais beaucoup de bruit et beaucoup d'efforts pour pouvoir faire en sorte qu'elle oublie. Je faisais beaucoup de bruit pour pouvoir faire en sorte qu'elle oublie. Je parlais beaucoup et je répondais souvent à ses questions. Parfois je lui coupais même la parole. Et de temps en temps je surveillais la fenêtre pour voir s'il n'y avait personne.
jusqu'à ce que je voie une femme en bas, avec les yeux rivés vers la fenêtre. Avec les yeux rivés vers la fenêtre, jusqu'à ce que je voie cette femme en bas, qui regardait. Et là, je demande à Morgane, « Veux-tu que je te serve à boire ?» Elle me répond, « Non. » « Quelque chose de chaud ?» je lui dis alors. Elle me dit non. « Quelque chose de froid ?» Elle me dit peut-être. Je vais vers la cuisine, je prends une tasse, j'ouvre l'armoire, je prends une tasse que je dépose sur un plateau. Je prends le plateau que je dépose sur l'armoire, le gros bloc qu'il y a par terre, qui nous sert de table. C'est un gros bloc en béton qui nous sert de table, et je pose le plateau dessus. Je pose la tasse à côté, et là je dépose la cuillère dans la tasse. Je vais chercher alors la théière que je remplis d'eau chaude et d'eau bouillante. Elle me regarde, et alors elle me dit « Non, un thé », en s'exclamant. En s'exclamant, elle me dit alors « Non, un thé ». Je me retourne sévèrement et je dis « D'accord ». Sévèrement, d'un geste brusque, je me retourne quand elle me dit « Non, je préfère un thé ». Alors, je lui dis « D'accord ». Je verse de l'eau, je fais chauffer, je reviens vers elle et elle s'assied contre moi. Je commence à parler et je lui dis « Il n'a plus qu'à attendre que ça chauffe ». Elle me regarde et lève la tête et elle voit le lustre au-dessus de nous se basculer de droite à gauche, mais très légèrement. Très légèrement, le lustre au-dessus de nous se bascule de droite à gauche. Elle se rapproche de moi et commence à me prendre par l'épaule. Moi, en tant qu'ami, je commence à lui parler. Et je lui dis d'être tranquille, de rester tranquille. J'allais alors permettre de faire en sorte qu'elle pouvait sortir toutes les questions qu'elle avait sur la conscience. Elle me regarde et je lui dis que, en direction de son regard vers le lustre, je lui dis qu'il n'y a pas de souci à se faire, que s'il balance de droite à gauche comme ça, son œil rivé vers le lustre qui bouge, c'est parce que au-dessus il y a Sylvain et Samuel qui marchent. Elle me regarde et alors moi je suis là attentive, et attentivement j'écoute tout ce qu'elle me dit. Parfois de temps en temps elle pleure, alors les pistes sont un peu brouillées et je ne comprends pas. Je lui demande alors de répéter. Je vais chercher un verre que je remplis d'eau, je le prends pour moi et je le dépose à côté de la tasse de thé que je lui ai faite. Elle boit un moment. Un moment, elle boit et j'entends l'eau bouillir dans une deuxième tasse. Dans une deuxième tasse, l'eau est chaude et il y a un petit sachet de thé. Il y a un petit sachet de thé dans la deuxième tasse. L'eau est bouillante et il y a de la fumée qui s'en émane et qui s'évapore. Je regarde dans la cuisine et je vois que dans la bouilloire, l'eau est en train de bouillir. Je ferme alors la bouilloire et je la retire du feu. Je me retourne et je me pose contre le placard. Elle vient vers moi et se met à venir proche du placard sur lequel je suis appuyé. C'est un placard d'appoint. Elle me regarde et alors elle s'assied sur une chaise finalement. Elle ne pleure plus réellement, j'ai vu qu'elle a bu son thé. La tasse est vide, il n'y a plus que le sachet de thé. Dedans, il y a la cuillère qui est sur le côté finalement. Finalement, sur le côté, je remplis un autre thé et je lui demande si elle en veut encore. Elle me dit oui, et alors je pense que là, finalement, elle noie sa colère, sa haine et peut-être sa rancœur dans la boisson. Je m'assieds à côté d'elle et j'essaye de la faire rire. Je dis tu fais comme moi, tu noies ta rancœur, ta haine et peut-être même ta tristesse dans la boisson. Elle me regarde et rigole d'un petit sourire en coin, mais sans plus. Elle commence à me parler de son amant, de la personne qu'il pense l'avoir trompée. Et là, je prends ce verre d'eau que je remplis encore une fois. À l'évier, je le remplis encore une fois, je pars et je me lève. Elle me prend par le bras et me dit « Attends ». Je lui dis que je reviens, et c'est là que soudainement, elle se laisse poser sur le côté du fauteuil, elle se laisse aller. Et attends, elle me voit remplir un verre d'eau, je ferme l'évier, et quand je ferme l'évier, elle se lève un peu et regarde par-dessus le placard d'appoint. Elle regarde par-dessus le placard d'appoint et la table arrondie, et c'est là que j'arrive, avec mon verre d'eau que je pose sur la table. Je lui dis de venir s'asseoir à côté de moi car elle est affalée sur le fauteuil. Elle pleure, elle est en larmes, et elle a un mouchoir en main. Je lui offre alors la deuxième boîte de mouchoirs posée sur la table d'appoint et sur la table ovale. Je lui dis alors que ça suffit. Tu vas arrêter de penser à cette personne, tu ne vas plus penser à ça.
Je la vois vigoureusement essuyer ses larmes, et c'est alors qu'elle me dit « C'est ça, je dois arrêter de penser. Pendant longtemps. » Je lui dis « Pendant longtemps, tu dois arrêter de penser. Tu dois arrêter de penser à cette personne. On va faire autre chose. » Et alors elle essuie ses larmes une nouvelle fois vigoureusement. J'ai l'impression que je suis rendu responsable de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression que je suis rendu responsable de tout ce qui s'est passé, de quelqu'un qui a un amant et qui a trompé ma copine. Elle est à côté de moi et s'arrête brusquement de parler. Je lui dis « Ça suffit. Tu vas parler d'autre chose à partir de maintenant. Il faut qu'on te divertisse. » On sort, je mets ma veste, elle met sa veste, et d'un air provocateur, elle regarde le cadre qui est accroché au mur. Je le retourne, face contre terre, je le retourne. Je prends ce cadre qui est accroché au mur, un cadre de famille sur lequel il y a les 4 enfants de Samuel et Sylvane, et eux deux qui sont debout, avec leurs mains posées sur les épaules de leurs enfants. Je retourne le cadre que je mets face contre terre par rapport au mur. Elle me regarde et là son regard change. Je termine alors d'ouvrir la porte en ouvrant la serrure avec la clé. En ouvrant la serrure avec la clé, je termine d'ouvrir la porte. Et là je pars. Je lui demande si elle a besoin de quelque chose. Elle se retourne et là elle me dit « Tu as besoin de ton téléphone ?» Je lui dis « Oui, merci ». Elle me le donne et là on part. Finalement je lui dis d'arrêter de penser à l'amour. Et quand on est dehors, elle commence à allumer une cigarette. Elle allume une cigarette, mais très proche d'une flaque d'eau. On s'assied sur le côté des routes, très proche d'une flaque d'eau, très proche de moi. Elle se rassied et allume une cigarette. Je déteste l'odeur de la nicotine, mais je ne lui dis pas. Je commence alors à avoir les yeux qui piquent, j'ai l'impression que mes yeux pleurent. Je déteste l'odeur de la nicotine, je ne lui dis toujours pas. Elle pleure, elle a besoin de se distraire. Peut-être a-t-elle besoin de plonger son calvaire dans la cigarette, et c'est alors qu'elle fume. La fumée s'émane de mon côté, et moi je ne dis pas que je n'aime pas cette odeur. Je commence à lui parler de cet homme, et finalement je la distrais avec autre chose, avec des photos qu'il y a sur mon GSM, avec des choses que l'on peut faire et visiter à New York, et on commence à marcher dans les rues. Elle se fait siffler de temps en temps. Elle se fait siffler, et j'entends de temps en temps les personnes dire des choses sur elle. Parfois je réagis et je donne des gifles aux personnes qui passent, qui la sifflent, et qui disent des choses sur elle. Un jour, un homme est passé à côté de nous, a sifflé Morgane, et moi je l'ai regardé. Je me suis arrêté, je lui ai dit « Eh, dis donc !» avec un air très certain et très sûr de moi. Il m'a regardé, et c'est là que je l'ai giflé. Il est parti et a fait demi-tour. Affectueusement, elle m'a fait un câlin et m'a regardé. Elle s'est approchée de moi, et là, elle m'a murmuré à l'oreille « Merci d'être là ». On a continué à marcher, je lui ai offert un café. Pour réconforter Morgane, je joue avec elle au jeu des 3 vérités. C'est pour la réconforter, pour qu'elle pense à autre chose. Elle me regarde, et puis se lève. Elle me dit qu'elle doit aller aux toilettes. Et là, je la regarde, moi aussi à mon tour. Je la regarde, moi aussi à mon tour. Je lève les yeux au ciel, vers le lustre qui se balance. Vers le lustre qui se balance, je lève les yeux au ciel. Ce n'est pas réellement le ciel, c'est plutôt le plafond de la pièce. Elle part et elle me dit qu'elle doit aller aux toilettes. Et quand elle part et qu'elle me dit qu'elle doit aller aux toilettes, je lui dis que c'est sûrement l'alcool qu'on a bu. On a dû en boire trop. Elle me regarde, hausse les épaules et finalement elle part. Mais je vois qu'une larme s'est dessinée sur le côté de son visage. Je vois qu'une larme s'est dessinée sur le côté de son visage. Et c'est alors tout contre la porte, tout serré contre la porte qu'elle me regarde. Elle ferme la porte, et là, très calme, je n'entends plus rien. Très calme dans la pièce, je n'entends plus rien. Même plus moi, seulement ma respiration peut-être. Seulement ma respiration peut-être, je n'entends plus rien. Et alors je lui demande en toquant à la porte, je lui demande si ça va. Elle me dit oui, avec une voix très faible. Avec une voix très faible, elle me dit oui, tout va très bien. Je ne pense pas que tout aille bien, car quand tout va bien avec Morgane, elle ne répond pas comme ça. Avec Morgane, quand tout va bien, elle ne répond pas comme ça et ce n'est pas si calme, ce n'est pas très calme quand tout va bien. Finalement, je force la porte et j'essaye d'ouvrir. Elle insiste et finalement me dit qu'elle est toute nue. Elle est toute nue, elle insiste et me dit non, je suis nue, n'entre pas, s'il te plaît, je n'ai pas envie que tu entres.
Finalement, j'arrête de forcer la porte, je toque et j'insiste pour lui dire de rentrer, ou alors pour moi rentrer, ou alors pour lui dire de sortir. Elle me regarde et regarde par la fenêtre un instant. J'entends du bruit et j'entends qu'une fenêtre s'ouvre. J'entends qu'il y a des produits et des cosmétiques qui tombent par terre. J'entends le sèche-cheveux qui est encore allumé. Et là, je la regarde, en tout cas, je regarde par la porte. Je regarde par la petite lunette en verre qu'il y a dans la porte pour pouvoir voir à l'intérieur des pièces. Elle se retourne et je vois son œil proche du mien, face à la porte, face à la petite lunette vers l'intérieur de la pièce, vers l'intérieur de la salle de bain. Elle m'observe et elle me dit « Je sais que tu regardes au travers ». Je me recule et je regarde le parquet. Elle se tenait droit devant moi de l'autre côté de la porte. Je l'ai entendu, j'ai entendu son épaule cogner la porte. Je ne l'ai même pas entendu dire « aïe » et c'est alors que quand j'entre finalement et que je ne l'ai même pas entendu dire « aïe », je vois que son cou est replié contre le radiateur qu'il y a au-dessus d'elle, contre le radiateur suspendu qu'il y a au-dessus d'elle. Elle est contre la baignoire. Et là, elle est en train de pleurer, les pieds par terre. Ses pieds touchent par terre, elle est appuyée contre la baignoire et le radiateur juste au-dessus d'elle. Le parquet est froid, et je sens qu'elle est en train de pleurer. J'entre, je m'assieds à côté d'elle, et je lui dis « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu voulais tout simplement aller pleurer ?» Elle m'a dit « Parce que je sais que dans ton conscient, tu m'aurais suivi. » Je la regarde et je dis que c'est vrai, consciencieusement, je t'aurais suivi. Ensuite, elle me regarde à son tour. Elle ramasse très légèrement. Sans se presser, je vois qu'elle ramasse consciencieusement les cosmétiques qu'elle a laissés tomber par terre. Je commence à l'aider et puis je la regarde. Et je lui dis « Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu allais pleurer ?» Elle m'a dit « Parce que je sais que tu m'aurais suivi et que tu aurais voulu m'aider, mais je n'ai pas envie qu'on m'aide. » Je la regarde et alors je repose les cosmétiques là où ils étaient, dans la petite boîte. Dans la petite boîte, je repose les cosmétiques et là je lui dis « Oui, c'est vrai, je t'aurais suivi et j'aurais voulu t'aider. » Elle me dit « Mais je n'ai pas envie qu'on m'aide. » Et c'est alors que je lui réponds en reposant les cosmétiques comme elle le fait elle. « Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on t'aide ?» Elle sort alors une feuille de papier. Elle sort une feuille de papier de son jeans. Très consciencieusement, elle la déplie. Elle me la donne. Avec patience, elle me la donne et là je regarde. Je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je n'avais même aucun moyen de lui dire ce que j'en pensais, car quand je l'ai lu, j'étais très impressionné de ce qu'il y avait écrit dessus. Il était écrit qu'il la quittait, qu'il partait avec une autre femme, et qu'il disait tout ça sans regret. Alors je l'ai regardé, et je lui ai dit « Et tu as affirmé? Tu t'es affirmé devant lui ?» Finalement, elle s'est assise, a laissé la lettre dépliée devant elle, et moi j'en ai fait une évaluation concrète de ce que je pensais. Je lui ai dit que tu aurais dû t'affirmer devant lui, dire ce que tu en penses. Je lui explique alors et je rigole en disant « Je ne suis pas psychologue, mais je sais que tu aurais dû t'affirmer devant lui, dire à quelqu'un ou dire quelque chose. » Elle me regarde et alors elle me dit « Le dire à quelqu'un ou alors faire quelque chose ?» Elle me dit qu'elle ne savait pas quoi faire ni même à qui le dire. Je lui ai dit qu'il y a Sylvane, qu'il y a Samuel, qu'il y a moi et qu'il y a les autres, il y a Sarah. Elle commence à détourner le regard, tourner les yeux à gauche, à droite, généralement au-dessus et en dessous. Et là, je la regarde, je lui dis « Qu'est-ce que tu veux fuir ?» Elle me dit « Rien. » Je la regarde une nouvelle fois et je me recule contre la porte et je lui dis « C'est quoi cette manière obsessionnelle de regarder partout et d'éviter mon regard quand je te regarde ?» Intellectuellement, elle me regarde et commence à lire à haute et intelligible voix la lettre. Elle commence à lire à haute et intelligible voix la lettre qu'elle a en main. Et moi, je lui dis « Pourquoi est-ce que tu lis à haute et intelligible voix cette lettre ?» Elle me regarde et me dit « Écoute. » Je lui dis que j'écoute, mais que la lettre n'a pas bien changé depuis qu'elle l'a lue la première fois. Dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, appuyés contre la vitre, appuyés contre la baignoire, appuyés contre la baignoire, appuyés contre la vitre et appuyés contre la porte. La situation actuelle dans laquelle nous sommes n'a pas bien changé depuis qu'elle a lu pour la première fois la lettre. Je regarde alors la baignoire qui contre la vitre qu'il y a sur le côté de l'autre côté, sur laquelle elle est appuyée avec la lettre en main. Elle la lit à haute et intelligible voix et moi je suis appuyé contre la porte. Les cosmétiques ont été remis dans les boîtes dans lesquelles ils étaient sur l'armoire. L'armoire est sur le côté, juste en face des deux robinets sur lesquels il y a l'évier.
Je regarde les miroirs ouverts à l'intérieur, je repose les cosmétiques encore une fois, je les range par couleur, par catégorie ou par genre, même que ce soit des parfums ou alors que ce soit des shampoings ou des gels douche. Je les range. Là, elle me regarde, elle me demande qu'est-ce que tu fais. Elle fait je t'écoute, mais en attendant, je fais quelque chose. Calmement, elle commence à me parler, elle me dit et tu ranges les cosmétiques? Très calmement, je la regarde et je lui dis bah au moins je fais quelque chose. Elle m'explique la lettre et alors elle me dit qu'il faut essayer de lire entre les lignes et de comprendre. Là, tout de suite, ça me paraît différent. Ça me paraît autre chose. Tout de suite, quand elle me dit qu'il faut lire entre les lignes pour comprendre pourquoi il a dit ça à haute et intelligible voix, pourquoi il me l'a dit sous la forme d'une lettre, sans même avoir le moindre remords ou regret, je commence à comprendre ce qu'elle veut dire par le fait de relire la lettre. Et là, elle relit la lettre et je comprends qu'il n'avait aucun remords, aucun regret. Affectueusement, je prends le livre qu'il y avait à côté de moi. Le livre qu'il y avait été posé à côté de moi, qui avait été mis à côté de moi, qui avait été posé par terre ou alors dessus. Je le prends et je commence à le lire, et elle, avec l'agressivité qu'elle a en elle, elle me le retire des mains et le pose sur le côté, et me crie alors en me regardant dans les yeux, elle me crie avec l'agressivité qu'elle a en elle. Elle me crie alors qu'elle pourrait au moins essayer de faire en sorte que je l'écoute. Là, je pose mon livre et je lui dis que je suis désolé. Après m'avoir crié dessus, avec l'agressivité qu'elle a en elle, après avoir dit « Est-ce que tu pourrais au moins faire semblant de m'écouter ?» Je la regarde, je pose mon livre et je le ferme. Je lui dis « Désolé, c'est parce que cette histoire ressemble fort à la tienne. » Je pose le livre, je suis perturbé par ce qu'elle m'a dit. Contre la vitre, je suis assise, et tout doucement, elle vient se mettre près de moi. Elle met sa main sur ma main, et elle dit « Je suis désolé, mais l'agressivité que j'ai en moi a tendance à revenir sous la forme de pulsions. » Là, je la regarde, et je tourne la tête comme si j'étais fatigué, je m'appuyais contre la vitre. Je la regarde et je lui dis « Désolé, de temps en temps, moi ça m'arrive aussi. Quand l'agressivité remonte, elle a tendance à revenir sous la forme d'une pulsion, ou alors j'ai des sensations qui peuvent paraître être très agressives. Et c'est là qu'elle me dit j'ai tendance à être irritable quand je suis agressive. Là, on commence à parler de l'agressivité. Elle me regarde et elle me dit c'est vrai que j'ai tendance à être très affectueuse quand je suis agressive, ou quand je suis calme, j'ai tendance à plutôt à être dérangeante. On commence à parler du fait que quelqu'un peut être téméraire, ou peut être beaucoup d'autres choses quand il est agressif. Assise contre moi calmement, elle se remet à pleurer. Elle écarte les jambes très légèrement, et puis alors replie les jambes contre elle. Elle replie les jambes contre elle, et écarte les jambes, et alors elle se met contre moi. Elle n'arrive pas à trouver une bonne position, et je lui dis c'est vrai, tu peux être très affectueuse quand tu es énervée ou agressive. Là, elle commence à me parler. Elle me dit alors qu'elle peut être très téméraire aussi, qu'elle peut vouloir aller vers un sujet et continuer à aller vers ce sujet, encore et encore. Je la regarde et je lui dis si tu es beau rester sur ce sujet, autant rester dessus. Elle me regarde assise sur le côté et elle me dit qu'elle peut être aussi beaucoup de choses quand elle est agressive. Moi, je ne la regarde pas, mais je regarde le ticket de métro que j'ai dans la poche de mon jeans. Finalement me vient une idée quand je regarde le ticket de métro que j'ai dans mon jeans. Je le prends et je le cache dans mon soutien-gorge dans ma poitrine. Elle me regarde et me réclame alors le ticket de métro que j'ai caché dans ma poitrine. Elle me réclame alors le ticket de métro que j'ai caché dans ma poitrine sous mon soutien-gorge, et là je lui dis on va te changer les idées, on va sortir. Je prends ma veste et je sors. Je prends son paquet de cigarettes et je lui interdis de fumer cette fois-ci. Je n'ai pas envie de sentir la nicotine quand je reviens. Je suis fatigué et elle me dit qu'elle peut être irritable. Je lui dis on va sortir, ne t'inquiète pas, on n'ira pas loin. Elle me dit qu'elle peut être irritable, téméraire, agressive ou de temps en temps, elle peut être très menaçante. Là, je lui dis ne t'inquiète pas, on ne va pas aller loin. On va faire le tour du quartier, on va peut-être marcher dans quelques rues, peut-être aller dans une galerie commerçante, mais nous n'irons pas plus loin. Elle me regarde, elle me sourit et elle me prend par l'épaule. On marche et de temps en temps, j'entends des personnes parler de nous derrière. Je m'arrête et je regarde ces personnes. Je leur dis vous n'avez pas honte, mais finalement, ils tracent leur chemin et partent autre part. On continue à parler et finalement, je lui dis qu'on rentre. J'en ai marre de ces personnes qui parlent de nous dans leur dos.
C'est alors qu'on rentre, et je dis j'en ai marre de ces personnes qui parlent de nous dans leur dos, alors nous rentrons. J'ouvre la porte, elle marche dans les escaliers juste devant moi. J'ouvre la porte qu'il y a dans l'escalier. Elle rentre et me regarde, me dit « Est-ce que tu rentres ?» en penchant la tête, et je rentre. Je referme la porte derrière, la porte de l'ascenseur. Finalement, on entre dans l'appartement. Là, elle fait la même réplique, elle fait la même chose. Elle fait la même réplique, elle fait la même chose. Elle me ressort ce qu'elle avait dit, une nouvelle fois. « Tu rentres ou tu ne rentres pas ?» en penchant la tête. Je ferme la porte de l'appartement, et je lui dis « Pourquoi est-ce que tu as fait 2 fois la même chose ?» Elle me répond « Tu as oublié, j'ai tendance à être irritable. » Elle s'assied et je m'assieds à côté d'elle. J'ai fait « À partir de maintenant, je te changerai les idées, mais à l'intérieur, on ne sortira plus. » Elle n'arrêtera pas. Elle n'arrêtera pas de balancer lentement tout ce qu'elle a sur le cœur, avant que tout soit sorti. Avant que tout soit sorti, elle n'arrêtera pas de balancer tout ce qu'elle a sur le cœur. Il n'y avait rien de plus horrible à dire sur un homme que tout ce qu'elle disait. J'avais prévu de faire quelque chose, et je lui répète alors, quand elle parle, que nous avons convenu d'aller au restaurant pour parler de tout ça. Samuel et Sylvain descendent, et alors, ils me regardent, et nous disent à nous deux, « C'est à nous que vous parlez ?» Je les regarde et je leur dis, « Non, ce n'est pas à vous que je parlais. » Je lui sors alors l'expression en lui disant, « Morgane a de temps en temps l'impression de sortir de ses gonds. » C'est alors qu'il me semblait que, comme toujours, elle avait l'air très réceptive. Elle avait l'air très réceptive et, comme toujours, elle avait tendance à sortir de ses gonds quand elle était triste. Elle n'était pas convaincue de ce que je disais, mais nous n'allions pas partir au restaurant sans personne. Nous n'allions pas partir au restaurant sans personne, et c'est là qu'elle me regarde. Elle se tourne alors vers Samuel et vers Sylvain, qui étaient tous les deux debout, et qui se préparaient peut-être à partir, je ne sais pas, mais l'un d'eux mettait leur veste. L'un d'eux mettait sa veste, l'un d'eux était en train de s'habiller pour sortir. Ils étaient peut-être en train de préparer quelque chose, ou alors d'aller quelque part, ou alors essayaient-ils simplement un vêtement. Car je sais que Samuel est mannequin. Essayait-il simplement un vêtement, ou alors allait-il partir quelque part? Je n'acceptais pas qu'il parte quelque part sans que nous deux nous partions aussi. Morgane s'est tournée. Tout d'abord, elle s'est levée, elle a déposé son verre par terre. Son verre avec une eau translucide, avec un alcool dedans, avec une petite olive qui était sur un cure-dent. Elle le dépose par terre, et je regarde son verre que je lui ai préparé qu'elle pose par terre. Elle se relève en posant sa main et la paume de sa main sur le sol froid. Ensuite, elle me regarde. Elle plisse légèrement les yeux pour pouvoir apercevoir le vêtement qu'a mis Samuel. Et là, elle me dit « Pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas Samuel et Sylvain ?» Sylvain s'exclame et alors dit « Excusez-moi, quoi ?» Je la regarde et je lui dis « Mais finalement, ils ont quelque chose à faire, ils vont partir quelque part. » Samuel dit alors que non, je suis désolé, mais on va nulle part. J'essayais simplement un vêtement. J'étais sûr qu'il essayait un vêtement, je n'étais pas sûr qu'ils aillent quelque part, mais j'étais sûr qu'il essayait un vêtement. Ce n'est pas toujours qu'ils partent eux deux, ils restent souvent chez eux. Alors elle se tourne, et finalement elle replisse les yeux, regarde son vêtement, et dit qu'il est génial, qu'il est beau. Ensuite elle dit qu'elle est désolée et s'effondre en larmes. Elle dit qu'elle est désolée, s'effondre en larmes dans mes bras. Je lui dis ce n'est pas grave, peut-être une autre fois. Samuel, Sylvain me regardent, et dit alors tous les deux en même temps, ils disent alors non, peut-être pas une autre fois, on va vous suivre, on va aller avec vous. On va au restaurant, alors finalement tous les 5 on va au restaurant, Kiki, moi, Morgane, Samuel, Sylvain. Finalement nous étions 4, parce que Sarah n'est pas venue. Sarah n'est pas venue, finalement nous étions que 4. Nous sommes partis, et c'est à quel restaurant que nous sommes arrivés? Nous sommes arrivés au restaurant. À quel restaurant, on ne savait pas. On s'est simplement assis à la première table qu'on a vue, la première terrasse. On s'est assis à la première partie de la première terrasse qu'on a vue, et un premier client s'est posé à côté de nous, nous a demandé pourquoi est-ce qu'on était venu à ce restaurant. On n'a pas répondu, on n'avait pas à répondre, ce n'était pas les affaires de cette personne. Elle nous a regardé, cette femme, cette cliente, et son client, son mari. Il avait l'air puissant, il avait l'air fort, comme un homme d'affaires. Je l'ai regardé longtemps avant de dériver mes yeux vers une autre direction. L'homme avait l'air puissant, imposant, il avait de larges épaules et un costume noir.
Lorsqu'il a posé son téléphone sur la table, j'ai su que c'était un homme d'affaires. C'était un téléphone assez large, noir, avec un écran propre, comme s'il venait de l'acheter. Sa femme l'a regardé, et elle m'a dit qu'elle s'appelait Anne, qu'elle avait 2 enfants. Je lui ai dit que j'aimais bien le nom Anne, et ensuite elle m'a regardé. Elle a haussé le ton, et elle a dit merci. Elle est partie. Je me suis tourné, je me suis retourné vers Sarah qui venait d'arriver très lentement. Elle s'était assise, aussi légère qu'une plume, je l'ai vue s'asseoir, et elle n'avait pas fait un seul bruit. J'ai plissé les yeux pour pouvoir voir cette femme s'éloigner, et là j'ai dit à Sarah, elle est aussi sympa qu'une porte de prison. Elle m'a regardé, elle a rigolé. Elle a appelé un serveur, et un serveur s'est installé avec nous. Il ne s'est pas installé avec nous, mais il s'est mis en face de la table. Il a attendu longtemps, et il a parlé avec Sylvain et Samuel. Finalement, on a pris notre commande et on est parti. J'étais désolé qu'elle soit en pleurs, en larmes dans le restaurant. L'homme m'a dit que ce n'était pas grave et a pris notre commande. Il n'a dit pas de problème et il est parti. Il a ramené les verres et moi j'ai commencé à boire. Je lui ai dit, prends ton verre. Elle l'a pris et elle n'a pas osé boire finalement. Elle a pris un Dr Pepper. L'homme lui a apporté la canette et finalement je lui ai ouvert et là elle a bu. Elle m'a regardé et je lui ai dit ça fait du bien. Elle m'a dit oui, les bulles ça fait du bien en rigolant. Sarah rigolait de son côté. Sarah, elle rigolait de son côté. Moi, je n'acceptais pas qu'on rigole de ma copine qui était en larmes. J'ai vu Samuel et Sylvain qui étaient en train de se débarrasser de leur veste, et puis peu de temps après, ils se sont embrassés. Je leur ai dit « Eh oh, les gars !» Ils n'ont pas réagi. Finalement, j'ai demandé à Morgane de prendre un verre et de boire un peu. Elle a pris un verre sur le côté qui a été amené par le serveur, et là elle a bu un peu, je lui ai dit ça te fait du bien. Finalement, on s'est séparés de la table et on est allé à une autre table pour pouvoir parler à nous deux. Sarah ne nous a pas suivis. Elle regardait Sylvain et Samuel qui étaient en train de parler de quelque chose. Samuel parlait de la prochaine collection avec sa bosse. Sylvain, lui, était en train de parler de Samuel qui faisait un boulot génial, un travail phénoménal. Sarah, elle, était en train d'attendre sur le côté. Elle attendait son Coca Light. Sur le côté, il y avait Sylvain et Samuel qui étaient en train de parler de leur travail. Samuel lui parlait de la prochaine collection. Sylvain, lui, était en train de remettre en valeur ce dont lui parlait. Ce dont lui parlait, Sylvain le remettait en valeur une nouvelle fois, comme si Sarah n'avait pas bien compris. Un verre d'eau alors est ensuite arrivé à notre table, et finalement c'est là que Morgane a bu en regardant tout le monde parler de l'autre côté. Éclaboussé par 2 jeunes enfants qui étaient en train de jouer avec leur verre d'eau. Heureusement que ce n'était que de l'eau pétillante et que ce n'était pas un Sprite ou une limonade. Je les ai regardés et j'ai demandé à la mère assise sur le côté en train de jouer avec son couteau. Elle jouait avec son couteau et le faisait dériver de gauche à droite. Là, je lui ai dit, s'il vous plaît, pouvez-vous calmer vos enfants? Ma copine est triste. Elle a dit, oui, ok, je vais calmer mes enfants. Elle est allée et a regardé ses enfants, les a demandé de se calmer. Ils se sont calmés et finalement, les éclaboussures se sont arrêtées. Elle est arrivée, elle a dit, je me présente, je suis désolée. Je ne voulais pas effrayer votre copine qui est en plein pleurs. Elle a dit donc elle s'est présentée et elle a dit donc qu'elle ne voulait pas effrayer ma copine qui était en train de pleurer. Là, je lui ai dit, c'est pas grave, ce n'est pas grave. Tant que vos enfants sont calmes, ce n'est pas grave. Quand elle m'a dit qu'elle se présentait, elle ne m'a pas dit son nom, très bizarrement. Là, j'étais en colère, mais bon, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Par contre, là, j'étais en colère quand son mari a pris ses enfants par le bras, est parti et les a rapprochés de notre table. J'étais en colère quand il a repris les enfants, qu'il les a rapprochés de notre table et a dit finalement jouez ici. J'ai vu que la femme qui venait de calmer ses enfants avait envie de dire à son mari que ces 2 jeunes femmes voulaient rester seules. J'avais envie de lui dire aussi, mais affirmez-vous, parlez à votre mari, dites-lui que nous voulions être seuls, nous voulions être débarrassés de vos enfants. Mais finalement, la signification que j'avais en tête de comment je voulais lui dire était un peu trop perplexe. La signification de la manière dont je voulais lui dire de s'affirmer était peut-être un peu trop perplexe, un peu trop élaborée. Peut-être qu'il y avait trop de détails dans ce que je voulais dire, je ne l'ai pas dit. De manière agressive, je pensais qu'elle allait le prendre de manière agressive. Alors j'ai regardé le bureau à l'intérieur sur lequel il y avait du personnel. J'ai regardé le bureau à l'intérieur du bar sur lequel il y avait du personnel qui était en train de calculer les tables et de calculer une dition qui avait été payée par un client qui était en train de partir avec sa fille.
Je les ai vus partir, et là, sa fille, j'avais l'impression de reconnaître son visage. Effectivement, c'était une copine de lycée que je connaissais depuis longtemps. Je l'ai regardée partir, elle ne m'a pas reconnu. J'ai essayé pourtant plusieurs fois de lui faire un geste de la main. Elle ne m'a pas reconnu, s'est retournée et a finalement laissé tomber son verre. Son verre en verre s'est brisé par terre, et là, elle a descendu l'escalier car c'était un restaurant en hauteur. Claquant des doigts une nouvelle fois pour pouvoir peut-être la faire remarquer que j'étais là. J'ai claqué des doigts une nouvelle fois. Là, c'est Morgane qui m'a demandé ce que je faisais. Je lui disais que j'avais vu une copine de lycée. Elle s'est affirmée et là m'a dit alors une copine de lycée est plus importante que moi et que mes chagrins. Je lui ai dit non, je voulais juste qu'elle me voie et qu'elle me dise quelque chose. Je me suis réaffirmé et je lui ai dit je suis désolé de t'avoir amené ici. Elle m'a dit non, c'est pas grave, on va aller parler ailleurs. Nous sommes partis et là, une fois sur le bord de la route, on a parlé. J'ai senti qu'avec Morgane, les voitures qui passaient et qui partaient, qui repartaient et qui repassaient, qui marchaient de temps en temps derrière nous. De temps en temps derrière nous, qui marchaient les personnes, je voyais que Morgane, elle, ça l'apaisait. Les personnes qui marchaient derrière nous, les voitures qui roulaient devant dans les flaques d'eau, les jets d'eau qui atterrissaient sur les trottoirs, je voyais que ça de temps en temps, ça l'apaisait. De temps en temps, ça l'énervait. Alors j'ai fini par me lever, marcher, et je l'ai pris par le bras quand elle s'est levée à son tour. Nous avons marché dans la rue. On s'est arrêté à un autre night shop. On s'est pris une boisson et nous sommes partis. Je lui ai dit que maintenant elle pouvait me dire tout ce qu'elle voulait avec une liberté totale. Elle a commencé à parler. J'ai vu de jolies filles qui étaient en train de marcher sur les couloirs dans le magasin qui était ouvert. Là, finalement, j'avais peut-être perdu son attention. Il y avait de jolies filles qui étaient en train de marcher dans les couloirs et sur les rues. J'ai regardé ces jeunes femmes et finalement elles m'ont regardé en tournant la tête. J'ai tourné la tête vers Morgane et Morgane a dit alors les femmes qui sont là sont plus importantes. Je lui ai dit non, ne sois pas susceptible comme ça. C'est juste que je les regardais, j'avais l'impression de les connaître. Elle s'est tournée et finalement on a parlé quand on s'est arrêté. Je lui ai dit qu'on pouvait aller chez Samuel et Sylvane. Quand on était en face de chez eux, ce n'était pas chez eux clairement, c'était chez la mère de Sylvane et chez la mère de Samuel. Chez la mère de Samuel, elle n'a répondu qu'au bout de la 3e sonnerie. J'avais entendu au travers de la caméra et au travers du micro qu'elle avait toussé. Elle toussa 1 fois, 2 fois, 3 fois, ce qui me semblait très régressif. Mais bon, ce n'était pas impactant. Elle avait toussé 3 fois avant de répondre, et elle n'avait répondu qu'au bout de la 3e sonnerie. C'était peut-être régressif, peut-être ne voulait-elle pas ouvrir. C'était peut-être même pas régressif, mais c'était peut-être agressif. Je l'ai regardée, et elle s'est présentée à moi. Avec un ton enthousiaste, elle m'a dit « Kiki, entre !» Je l'ai regardée, et c'est là que j'ai vu le numéro de téléphone de Sylvane, accroché au mur. Accroché au mur, j'ai vu évidemment le numéro de téléphone de Sylvane, et celui de Samuel, peut-être pour se rappeler la première fois qu'ils se sont rencontrés. Je suis rentré et je me suis assis par terre. Assis par terre, je me suis assis alors sur le sol. Je me suis excusé que je ne voulais peut-être pas me mettre sur les fauteuils. Elle m'a dit c'est pas grave, t'inquiète, Samuel fait tout le temps la même chose. Sylvane aussi d'ailleurs. J'ai regardé la mère de Samuel et je lui ai dit ces deux-là, ils font tout le temps ce qu'ils font eux deux. Elle m'a dit c'est bien vrai. Elle s'est alors excusée une nouvelle fois, elle, quand j'avais dit qu'ils font toujours ce qu'ils font eux deux, Samuel et Sylvane, qu'ils se copient mutuellement. Elle m'a regardé, et d'un ton professionnel, car elle était en conférence, elle m'a dit alors « Est-ce que tu veux que je t'offre quelque chose à boire ?» Je l'ai regardée, et quand elle m'a dit « Est-ce que tu veux que je t'offre quelque chose à boire ?» J'ai entendu très calmement, mais presque faiblement, presque infimement, j'ai entendu la voix de Morgane dire « un verre d'eau ». Elle n'avait pas compris sur le moment, alors j'ai répondu pour elle, j'ai dit 2 verres d'eau finalement, et elle est arrivée avec un verre, j'ai entendu l'eau couler depuis la cuisine, je voyais dehors, et il y avait la vue sur New York. Par la fenêtre, il y avait la vue sur New York,
et il y avait une terrasse pas plus petite qu'une seule personne, pas plus petite qu'1 mètre carré. J'ai regardé, et finalement il y avait la même terrasse dans la maison de Samuel et Sylvane. Je lui ai demandé si c'était la même technologie, le même genre. Elle l'a répondu. Elle a dit non, c'est pas le même genre de technologie, c'est juste une toute petite terrasse. Là, je me suis alors effacé du public. Évidemment, je me suis effacé du public, métaphoriquement. J'ai disparu un instant, et j'ai dit à Morgane que je revenais. Je suis parti aux toilettes, j'ai dit « Excusez-moi de vous déranger, un instant, est-ce que je peux aller aux toilettes avant vous ?» La jeune femme m'a alors répondu « Oui, absolument. » Car elle m'avait dit « Fais comme chez toi » au début. Quand elle m'a ouvert, elle m'a dit « Fais comme chez toi ». Alors j'ai décidé d'aller aux toilettes avant elle. Finalement, elle m'a prise dans ses bras et m'a dit « Ne te dérange pas, surtout fais ce que tu veux ». À ce sujet-là, j'étais prête à faire ce que je voulais. C'était chez Samuel, ce n'était pas chez moi. Alors elle m'a regardé, et elle ne s'est pas sentie bizarre au moment où je l'ai pris dans ses bras quand elle venait de sortir des toilettes? Pas du tout. Contrainte à peut-être ça, elle ne m'a rien dit. Pendant ce temps, moi je suis retourné près de Morgane qui était en train de pleurer. Elle pleurait encore par rapport à ça, ce qui s'était passé. C'était inconnu, je n'arrivais pas à savoir. C'était l'inconnu, je n'arrivais pas à savoir, j'étais en train de nager dans du flou, et je n'arrivais pas à savoir ce qu'elle avait. Elle n'arrêtait pas de pleurer, et pourtant il y avait une personne qui avait sonné encore une fois. La mère de Samuel est partie ouvrir, et là j'ai entendu que c'était Samuel, finalement j'ai reconnu sa voix. Ensuite une deuxième personne a sonné, et là je me suis dit que c'était bizarre, pourquoi est-ce que Samuel n'est pas accompagné de Sylvane? En temps normal il est accompagné de Sylvane, et c'est là qu'il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte, quand sa mère a voulu dire « je vais ouvrir », il a dit « ne t'inquiète pas, je m'en occupe ». J'ai compris alors que ce devait être Sylvane. Quand il a ouvert la porte, c'était lui. Ou alors je m'étais trompé et c'était quelqu'un d'autre. Je me suis alors mis sur le canapé, allongé, les jambes croisées. Elle s'était mise juste devant moi, au niveau de mes jambes croisées sur le canapé, et elle regardait la télévision éteinte. Elle regardait la télévision éteinte, l'écran noir. Elle se regardait pleurer, peut-être dans le reflet. Et moi, comme une idiote, je ne réagissais pas. J'attendais juste que Sylvane et Samuel rentrent. Et je les regardais, elle se regardait pleurer dans le reflet de la télé. Et là, j'ai décroché mon visage de Samuel qui me regardait allongé dans son sofa, le sofa dans lequel il était quand il était jeune, le canapé. Ensuite, Sylvane est arrivé et s'est mis par terre. Il a dit « Mes félicitations, tu consoles très bien ta copine ». J'ai dit « C'est très marrant ». Mais je suis parti ensuite. Avec Morgane, je suis parti. Ils sont restés là et ont regardé la télé à deux. Dès qu'on est sorti par la fenêtre qui était ouverte, j'ai entendu qu'ils avaient allumé la télé. J'ai tourné la tête et Morgane n'a pas tourné la tête. Elle a gardé ses yeux rivés sur le sol, elle regardait ses pieds et elle avançait environ de quelques mètres plus loin que moi en même temps que je marchais. Il y avait la voiture de Sylvane et la voiture de Samuel garées l'une derrière l'autre. J'ai souri d'un petit sourire en coin. Je trouvais ça bizarre qu'elles ne soient pas l'une à côté de l'autre, car très souvent il y en a un qui est garé à moitié sur le trottoir et un qui est garé sur le côté sur une place de voiture, une place de parking. Là, ils étaient l'un derrière l'autre. Encore une fois, j'étais en train de la consoler. Encore une fois, j'étais en train de la consoler sur le parking. Elle me regardait et j'ai senti qu'on me regardait moi aussi. J'avais froid dans le dos, je sentais qu'on me regardait à distance. Et j'ai tourné les yeux derrière moi, j'ai tourné les yeux vers la fenêtre. Et là, j'ai vu qu'il y avait Samuel et Sylvane qui me regardaient bizarrement, comme si je lui parlais de quelque chose dont je ne devais pas lui parler, ou comme si je lui parlais de quelque chose dont on m'avait demandé de ne pas parler. J'essayais de trouver les moyens, j'essayais de trouver les mots, le plus tôt possible, le plus tôt qu'il puisse y avoir, j'essayais de trouver les mots. J'essayais de trouver les mots pour lui parler le plus tôt possible, car je savais que la journée était bientôt finie. Laissé derrière moi, il y avait l'entre-deux avec la fenêtre ouverte, et il y avait le trottoir avec aussi les arbres qui étaient plantés sur le côté, séparant ainsi les places de parking et les voitures. Les voitures qui, elles, étaient garées, et je regardais les plaques de celles de Samuel et Sylvane qui étaient parquées à moitié sur le trottoir, et je me disais, qu'est-ce que ce sont deux idiots, ces deux-là? Je me suis alors mis contre l'une de leurs voitures, pensant que c'était deux idiots. Ils ont ouvert la porte, ouvert la fenêtre, et ils ont dit « Redresse-toi, s'il te plaît, ne te mets pas contre la voiture ». J'ai dit « Espèce d'hypocrite, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir un moment? Franchement, tu restes seul avec lui alors qu'une de nos copines a des problèmes. »
Il est sorti et moi je l'ai regardé et je lui ai dit pourquoi pas essayer de faire comme moi, essayer de lui rendre le sourire. Il est rentré, il m'a dit c'est pas mon problème, je suis un garçon, je ne suis pas doué pour ça. Là je suis parti et je lui ai dit j'en ai marre, tu sais ce que tu as dit c'est très sexiste. Ensuite, Ensuite il s'est tourné, je ne me suis pas retourné. Elle avait des problèmes, on s'est assis sur un banc sur le côté. Nous étions alors dans le quartier de Londres, c'était un endroit à New York, le quartier de Londres, il n'y avait que de belles maisons. J'étais alors assise sur un bureau qu'il y avait sur le côté. Il y avait une personne qui avait mis devant un bureau, une armoire, une chaise, et qui avait mis plein d'autres mobiliers de maison. C'était gratuit, on pouvait les prendre. Moi, je m'étais assis dessus, sans aucun problème, sans que la personne sorte pour pouvoir dire « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Sans que la personne sorte pour pouvoir demander ce que je faisais. Je me suis assis, et alors elle s'est assise à côté de moi. Morgane m'a regardé et a dit « T'es sûr qu'on peut faire ça ?» Je l'ai regardé en souriant, et un sourire en coin s'est dessiné à son visage quand j'ai dit ce que j'avais à dire. Quand j'ai dit c'est gratuit, donc je pense qu'on peut le faire, un sourire en coin s'est dessiné à son visage, sur ses lèvres. Et puis je lui ai dit, et quels idiots en fait, Samuel et Sylvain, qu'est-ce que ce sont deux idiots? Elle m'a regardé et elle a souri. Je me suis dit que le mieux que je puisse faire, en fait, c'était d'insulter mes copains et mes amis qui ne voulaient pas l'aider. Elle a souri et environ quelques heures plus tard, je l'ai invitée au cinéma. Je lui ai dit, qu'est-ce que cette personne n'a jamais fait pour toi? Qu'est-ce que ton mari n'a jamais fait pour toi? Elle m'a répondu, alors je ne sais pas, il ne m'a jamais acheté de sac, jamais acheté de chaussures. Il ne m'a jamais offert sa carte bancaire pour pouvoir peut-être aller faire du shopping. Il ne m'a jamais invité dans un magasin de livres pour que je puisse trouver un livre que j'aime bien. Je lui ai alors dit, ah ben maintenant tu sais ce que tu vas faire? On va faire tout ça. Nous sommes allés dans un magasin de livres. Quand on a franchi la porte, j'ai vu que son regard s'était illuminé. Peut-être que son sourire au coin des lèvres avait disparu, mais son regard s'était illuminé. Là, j'ai vu qu'à l'intérieur, au deuxième étage, elle regardait des livres qui paraissaient importants pour elle. Peut-être qu'il y en avait un qui manquait à sa collection de livres qu'elle m'avait présenté il y a bien longtemps quand elle était encore avec cet homme. Mais celui-ci, je ne l'aimais plus à présent. Alors j'ai décidé de faire tout ce qu'il n'a jamais fait pour elle. C'est-à-dire aller dans les rues commerçantes, aller chercher des livres et surtout s'aventurer avec elle dans les magasins qu'elle préfère et s'aventurer avec elle dans les magasins qu'elle préfère et confortablement m'asseoir dans un coin en attendant qu'elle revienne. Il y avait un coin avec des fauteuils blancs en plastique dur. Il y avait ce coin arrondi avec des fauteuils blancs en plastique dur, très inconfortable, mais je me suis assis là en attendant qu'elle regarde les livres. Elle est revenue avec un livre et elle a dit c'est bon, j'ai choisi, je prends celui-ci. Je lui ai dit je te le paye. Ensuite nous sommes allés à un magasin de sacs. Encore une fois, presque par terre sur le côté du trottoir, je me suis assis. Elle est revenue et elle est sortie du magasin après y être rentrée avec un sac noir et elle m'a dit je prends celui-ci, je lui ai dit ok, je te l'achète. Ensuite ça a été au tour des chaussures, elle est rentrée et puis ressortie. J'étais sur le côté et elle a dit je prends celle-ci, je lui ai acheté. Nous sommes sortis et finalement j'avais réussi à en faire en sorte qu'il retrouve le sourire. J'étais contente et je lui ai ouvert la porte, elle est entrée dans la voiture et j'ai conduit durant toute la route. Sarah est arrivée et là elle commençait peu à peu à retrouver le sourire. Je l'ai vue partir vers la fenêtre et Sarah avait une nouvelle teinture blonde portant un t-shirt blanc et un jeans simple. Elle s'est approchée de moi. Elle a entendu que cette femme dehors parlait de nous. Et là, à voix basse, j'ai commencé à lui dire que peu importe. Il n'y avait aucun bruit qui pourrait ébruiter ce que l'on était en train de dire. Sarah s'est mise à côté. Il y avait à côté d'elle, à côté de Sarah, il y avait une tonne de tissus différents. Bleu, bleu marine, des pièces uniques qui étaient aussi parfois noires. Au plafond, il y avait un tissu blanc et en dessous, il y avait un LED, une lumière. Je regardais attentivement cette lumière tamisée par la grande planche en tissu. Par la grande planche en tissu, le grand voile, en dessous, la lumière LED était tamisée. J'avais beau essayer de fermer les yeux, mais ça restait la même chose. Le soleil filtrait au travers de la lumière à l'intérieur du jour. L'intérieur du jour était filtré par la lumière du soleil. Étrange, mais commode. Étrange, mais commode comme comportement. Le soleil entrait de manière fortuite à l'intérieur,
Et je regardais alors le t-shirt noir que je portais, qui devenait de plus en plus bleu marine. C'était convaincant quand même. Et là, je l'ai vue entrer. Elle s'est assise à côté de moi. Il y avait Megan qui s'est assise à côté de moi, une amie. J'allais m'occuper d'elle, peut-être lui servir un verre, peut-être lui dire d'aller parler à une amie, Sarah qui était en train de parler à mon amie Morgane. Morgane et Megan ne se connaissaient pas encore, et c'est là que je me suis allongé sur le fauteuil. J'étais épuisé, j'avais pris un livre que j'étais en train de lire. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse, les filles? Parler ensemble, discuter? Moi je n'en peux plus, je me pose et j'attends. Je regarde par la fenêtre, posé sur un fauteuil en immersion avec la nature. J'entendais les oiseaux et les chutes d'eau juste en face. Le lit qui se dépliait, qui se défaisait, qui se refaisait. Au-dessus, il y avait Samuel et Sylvane qui refaisaient le lit. C'était une maison bienveillante, à l'intérieur on ne se sentait que bien. Et alors moi je regardais par la fenêtre, je me disais les filles, brusquement je n'en ai plus rien à faire, vous parlez, vous faites quelque chose. Les filles m'ont regardé et elles m'ont dit ok on parle, on va parler. Déconnecté de la réalité, j'étais toujours sur ce fauteuil. Et je me suis dit maintenant que tu es sur ce fauteuil, autant y rester. Garde ton livre, sers-toi un verre de vin. Et alors je me suis dit autant que tu es déconnecté de la réalité, maintenant que tu es sur ce fauteuil pour toujours, reste là, sers-toi un verre de vin, garde ton livre et assieds-toi sur le côté. Les filles m'ont regardé avec mon verre de vin, elles ne me voyaient presque plus, juste mes jambes pliées, qui étaient sur le repose-pied. Elles avaient vu sur ce que moi je voyais en grand, et avec mon jeans noir et mon t-shirt noir, j'étais là. J'avais réussi à convaincre les filles de parler entre elles, mes amies, et j'allais m'occuper de moi-même. Cependant, j'avais mon livre que je pouvais lire, ou alors regarder juste en face le paysage. Mon ami Sylvane et son petit ami Samuel étaient en haut. Ils étaient en train de refaire le lit, et j'entendais juste au-dessus de moi les pas qu'ils faisaient. J'avais l'impression de pouvoir les voir marcher dans la pièce. Comme je savais à quoi ressemblait la pièce d'au-dessus, j'avais l'impression de pouvoir les voir marcher dans la pièce elle-même, et j'entendais qu'ils finissaient de faire le livre. J'entendais qu'ils finissaient de faire le lit, et moi j'étais en train de finir le livre, et je regardais comme une guerrière qui était en planque. Comme une guerrière qui était en planque, comme un guerrier. Je regardais dehors, et j'avais mon verre de vin que je tenais comme un verre de cognac. Comme un verre à cognac, je tenais mon verre de vin. Et je ne parlais à personne, y compris au personnage de mon livre. Y compris au personnage de mon livre, je ne parlais à personne. Si bien que de temps en temps, on essayait de me parler à moi, et moi je ne répondais pas, je me plongeais dans la page dans laquelle j'étais en train de lire. Je n'avais d'avis de rien, et je n'avais pas envie de parler. J'avais juste envie de temps en temps de me lever pour aller à la cuisine me resservir un verre de vin. Les filles, parfois de temps en temps, me disaient « Fais attention sur la bouteille », parce que parfois j'étais à mon 3e verre de vin, mon 4e, peut-être de temps en temps accessoirement un. Peut-être de temps en temps accessoirement. J'avais un 5e que je buvais mais que je remplissais qu'à moitié. Les autres, je les remplissais entièrement. C'était peut-être volontaire et parfois pas. Un jour, avec une pure ironie, je me suis retourné, et j'ai fait non, je ne parlerai pas, je lis mon livre et je ne parle qu'avec les personnes qu'il y a dans le livre. Les filles se sont retournées et finalement ne m'ont plus jamais parlé. J'avais la paix, je pouvais voir dehors, je pouvais regarder dehors. Il me semblait logique qu'après avoir essayé de convaincre mon ami Morgane de ne plus pleurer et de ne plus penser à cet homme, j'avais beau avoir un petit moment à moi à l'aise dans mon fauteuil. Mais non, les filles ont pensé que je devais venir parler. Je ne suis pas venu parler et alors j'ai vu que en haut, en passant les escaliers qu'il y avait sur le côté, des escaliers en béton, cette maison tout entière était en béton en fait. Et j'ai regardé qu'en passant les escaliers tout en haut qui arrivaient dans la chambre, ils étaient en train de faire le lit. Sylvane était allongé à côté de Samuel, lisait un livre, il était sûrement à la dernière page, car je ne voyais même plus son signet. Et moi, j'étais là, en train de lire, pareil, la même chose, un bouquin que j'avais trouvé. Je ne le connaissais même pas. J'en étais à la dernière page et je me suis dit pourquoi pas le terminer aujourd'hui. Je terminais vite les livres.
De temps en temps, les livres que je lisais, je les terminais en 1 heure, sans plus, sans que vous n'ayez à me demander le titre d'un livre, sans que vous n'ayez à me demander de ce dont il parle. J'arrivais à vous le dire rien qu'en lisant une seule page. C'était fou, tout le monde n'en revenait pas. Et moi j'étais dans mon livre, plongé. C'était peut-être un malaise pour les autres parce que je n'étais pas souvent là et je ne leur parlais presque pas. Ce n'était pas une, ce n'était pas une mauvaise nouvelle et ce n'était pas non plus quelque chose de mauvais envers les autres. J'avais juste envie d'être seul. Et quand ils me regardaient par rapport à eux qui étaient entièrement tout le temps ensemble, ils ne comprenaient pas. J'avais juste envie d'être seul, de boire ma bouteille de vin. J'avais juste envie d'être seul, de boire ma bouteille de vin, d'être à l'aise dans mon lit. Ce n'était pas un lit, mais c'était un fauteuil. J'aurais pu m'endormir car il était tellement relaxant. Mais bon, j'avais juste envie d'être seul, les filles ne comprenaient pas, c'était peut-être un malaise pour elles, mais pas pour moi. Ce n'était peut-être aussi une mauvaise nouvelle pour les autres qui voulaient me voir et qui m'avaient invité pour pouvoir me voir et pour pouvoir parler avec moi, boire un verre et manger le soir. C'était la vérité, je voulais juste être seul, je n'avais peut-être pas envie de venir, peut-être que j'avais dit oui par simple charité, peut-être que j'avais dit oui par simple charité, ou peut-être que je n'avais pas envie de leur laisser le bénéfice du doute. Aucune idée de pourquoi j'avais dit oui. Mais je l'avais dit. Au travers de ce grand voile blanc, j'arrivais à voir les parquets de l'étage au-dessus. J'arrivais à voir les parquets de l'étage au-dessus, au travers de ce grand voile blanc derrière lequel il y avait en dessous la lumière LED que je n'apercevais plus, qui était atténuée avec la lumière du soleil qui sortait de par-delà les vitres. Eh bien, au-dessus, j'entendais les étages et les étagères qui étaient en train d'être aménagés et bougés par Sylvain et Samuel, qui lisaient leurs livres ou qui l'avaient sûrement terminé depuis longtemps. Moi, j'étais là avec mon verre de vin, et j'ai finalement pris la conscience de me lever. Je me suis mis à côté de mon amie Morgane, et j'ai dit « Je peux m'asseoir ». Elle m'a regardé, elle m'a dit « C'est ton fauteuil, tu fais ce que tu veux ». J'avais l'impression qu'elle avait de la haine envers moi. Ironiquement, je pensais qu'elle n'avait pas de haine, mais peut-être qu'elle en avait parce qu'elle m'a dit « C'est ton fauteuil, tu fais ce que tu veux ». C'était un peu un ton insatisfait quand elle m'a parlé. C'était un peu un ton insatisfait quand elle m'a parlé. Là, j'avais beau avoir l'impression de rêver, mais elle était insatisfaite de la manière dont j'avais réagi, avoir fait appel aux autres pour qu'elles puissent leur parler, et moi, rester dans mon coin, boire mon verre de vin et lire mon livre. Finalement, elle s'est calmée après que les autres lui ont parlé, et les autres ont commencé à me parler en fumant de cigarettes à la fenêtre. Et là, je lui ai dit oui, mais j'avais envie d'être seul. Je lui ai parlé durant quelques semaines entières et vous que quelques heures entières. Là, j'ai compris donc que je pouvais être seul. Les filles m'ont dit oui, mais quand même, nous sommes tes amis. Je lui ai dit vous êtes mes amis, oui, mais il ne s'agit pas de découvrir un secret ou alors peut-être de vous faire part de quelque chose que j'ai vécu. C'est simplement essayer de trouver le comportement adéquat pour notre copine qui va mal. Là, je leur ai dit alors que j'avais beau pouvoir rester seul, je resterais seul jusqu'au bout. Brusquement, elles ont refermé la porte derrière moi, dans le bureau dans lequel j'étais installé, et elles m'ont toutes dit sévèrement, bah, reste seul si tu veux rester seul. Finalement, j'avais réussi à tout laisser tomber, j'ai dit que j'allais rester seul si j'avais envie de rester seul. Elles ont fermé la porte et elles m'ont dit, bah, reste seul. La porte était fermée, je me suis tourné, très légèrement je me suis tourné, j'ai mis les pieds à terre, je me suis levé. J'ai ouvert la porte et j'ai crié « Oui, c'est ça !» Elles se sont retournées vers moi et n'ont rien dit, à part le mot « connasse ». À part le mot « connasse », elles n'ont rien dit. J'ai refermé la porte. Je n'ai rien dit non plus. Et j'ai frappé du poing contre la vitre. Quand elles m'ont entendu hurler, elles ont débarqué dans la chambre. Quand elles m'ont entendu hurler, elles ont débarqué dans la chambre. Là, elles m'ont regardé. J'avais la main entièrement fracturée, j'avais les os en sang et j'avais des bouts de verre dans la main. Et dans la paume de la main, autant que sur le dos de la main, j'avais des bouts de verre. J'étais crispé sur le sol. J'avais hurlé parce que j'avais frappé contre la vitre. Les filles sont arrivées et ont commencé à me prendre à la main, ont pris un essuie-blanc qu'elles avaient trouvé dans la salle de bain, me l'ont mis autour de la main et ont dit ça va aller, on va appeler l'ambulance. Morgane était assis et s'est retourné et a dit tu vois ce qui arrive quand on fait la conne? Je lui ai dit merci de m'avoir traité de connasse. Je me suis retourné, finalement, les autres filles se sont enfin retournées contre celle qui le méritait, Morgane. Elle n'en faisait qu'à sa tête et faisait semblant d'être triste. Quand elle est partie, j'ai vu qu'elle avait un sourire à ses lèvres. Quand elle est partie, j'ai vu son sourire à ses lèvres, j'ai vu qu'elle faisait semblant. Elle voulait simplement attirer l'attention, c'était une manipulatrice.
t'approche pas, qu'il me dit, en sortant de la douche. Je le regarde et je m'éloigne. Il est mouillé et a une serviette. Pliée de 3/4 sur ses épaules, il a une serviette, un essuie. Il a un essuie sur les épaules et je le regarde. Une nouvelle fois, il me dit « Ne t'approche pas ». Ne t'approche pas, qu'il me dit une seconde fois. Je m'approche et je le regarde. Je prends l'essuie ou la serviette par les mains pour le regarder. Là, il dépose un livre sur la table. Et au début, elle ne prêtera pas ses mains sur moi. Au début, il ne prêtera pas ses mains sur moi. Il ne prêtera pas attention à mettre ses mains sur mes épaules comme il le fait tout le temps quand il sort de la douche. Un bruit sort et j'entends la sonnette. Je vais ouvrir, je me mets devant la porte et je regarde. La sonnerie. La sonnerie persiste et la personne qui appuie sur la sonnette à l'extérieur nous regarde. Elle ne nous regarde pas, mais je vois qu'elle regarde au travers de la sonnette, au travers de la caméra, dans le couloir. Dans le couloir de l'entrée, je regarde et je projeta ensuite mon regard au-delà de la caméra, jusqu'au salon, avant de récupérer mon GSM qui vibrait. Je l'embrassai et je partais, ouvrir la porte. Le sol était recouvert d'eau. En revanche, je pouvais apercevoir, par-delà les collines et par-delà la fenêtre, je pouvais apercevoir les arbres. Je regarde ce qui ressemble à la ville. Je regarde ce qui ressemble à la ville, comme si j'avais l'impression de déjà voir ça depuis longtemps. La forêt d'un instant à l'autre, la forêt que je pouvais voir. La ville de l'autre côté, éclairée par de troublantes lumières, comme si c'était de la neige. Comme si c'était de la neige qui tombait. Éclairée par de troublantes lumières, je regarde dehors. Il se met derrière moi, et je me retourne, il est en boxeur noir, avec un débardeur noir. Je me retourne et je le vois enfiler un débardeur noir, il est en boxeur noir et me regarde. Ensuite il ouvre l'armoire, comme s'il laissait tomber les vêtements par terre. Je lui ai prévenu que la prochaine fois qu'il ferait ça, je les ramasserai et je les rangerai. Il prend ensuite un t-shirt. Il prend ensuite un t-shirt noir qu'il met. Il me regarde et se tourne vers moi. Et c'est là qu'il met ses épaules. C'est là qu'il met ses épaules contre les miennes. Il me prend par le bas du ventre. Il me prend par le bas du ventre et c'est là qu'en mettant ses mains sur mes épaules, ses épaules contre les miennes, je remets ses mains en les prenant par ses mains et je les mets contre mes pectoraux. Je les mets contre mes pectoraux. Le sol est recouvert d'eau. Le sol est recouvert d'eau et dehors il y a la forêt derrière. Je m'appuie contre la vitre et je sens le froid du vent passer juste contre la vitre. C'est troublant de voir que de l'autre côté on a la ville et que de l'autre côté on a la forêt. Je tombais sur le lit et je m'asseyais, les jambes en arrière et les poings serrés sur le sol. Les poings serrés sur le sol, je m'asseyais alors contre le lit, mais pas dessus. Pas dessus, mais contre le lit, je m'asseyais alors, avec les poings serrés sur le sol et les bras tendus vers l'arrière. Il se met en face de moi, m'embrasse et se relève, se met ensuite sur le lit comme d'habitude et me regarde. On sonne à la porte, toujours, les personnes qui sont à la caméra persévèrent à la sonnerie. Je vais ouvrir et là, elles entrent. Ce sont deux copines. Ce sont deux copines qui rentrent, Morgane et Kiki. Elles nous regardent et elles font comme chez elles. Elles font comme chez elles et dans un élan de vulnérabilité, elles s'installent sur le fauteuil. Morgane fond en larmes et me regarde en levant très discrètement la tête. En levant très discrètement la tête, Morgane me regarde dans un élan de vulnérabilité. Kiki dit qu'il s'est passé quelque chose. Elle s'assied et ensuite va dans le bar.
Elle va derrière le bar. Dans le bar, elle prend une bouteille que je ne connaissais même pas, qui était sûrement cachée par les autres. Elle l'ouvre et sert quelques verres qu'elle apporte sur un plateau. Elle les dépose sur la table. C'est un magnifique chef-d'œuvre qu'elle a fait. De grands verres blancs et transparents, de l'eau translucide et de l'alcool mélangé. C'est moderne. C'est presque improbable. C'est moderne et c'est presque improbable. Un chef-d'œuvre qu'elle a fait. Elle apporte les beaux verres qu'elle a pris, des verres translucides et transparents, de l'eau et de l'alcool qu'il y a à l'intérieur. Sur la grande table en béton, elle dépose ensuite les verres et elle dépose le plateau qu'elle avait pris. Censée les donner à tout le monde, elle les pose les uns à côté des autres, les 9 verres qu'elle a été chercher. L'alcool est translucide et pénètre à l'intérieur une petite rose. Pénètre à l'intérieur une petite pétale de rose, avec un raisin vert, ainsi qu'une olive, et une fraise. Je regarde les verres, et je lui dis comment est-ce qu'elle a fait pour poser le sucre glace sur le bord des verres. Elle me dit que c'est facile. Rien de plus compliqué que de mettre de l'eau un peu translucide, de l'alcool, et d'y mélanger le sucre et de le déposer. On commence à parler de comment elle a concocté les cocktails, et c'est là qu'elle regarde par la fenêtre. La neige tombait, et depuis la fenêtre, moi j'arrivais à voir Morgane, en tout cas sa silhouette, qui pleurait, sur le côté. Sur le côté, j'arrivais à voir Morgane, sa silhouette qui pleurait sur le côté de là où se trouvait le canapé. Là où se trouvait le canapé, j'arrive à voir Morgane qui pleurait. Je me mets à côté d'elle, et je vois la neige tomber juste au-dessus, très légèrement au-dessus de la forêt, et très légèrement au-dessus des lampes perturbantes de la ville. Je ferme les rideaux, et je parle à Morgane qui est juste à côté de moi. Elle me regarde, et alors Kiki arrive avec son verre, commence à parler à Morgane, demande à ce qu'on puisse les laisser seuls. On les laisse seuls. Je pénètre dans la chambre avec Sylvane. Sylvane met son t-shirt troué dans le dos sur les épaules, un t-shirt noir, épaules de nu. Il me regarde, et c'est avec son boxeur noir qu'il s'avance vers moi. Avec son boxeur noir, il s'avance vers moi, je lui donne son jeans et il le met. Il se met sur le lit, et là, il relève un peu la manche qu'il a sur le côté. Il relève un peu la manche déchirée de son t-shirt qu'il a sur le côté, prend son verre qu'il installe sur la table, me regarde et me parle. Il se tourne vers moi et prend dans le pot qu'il y a sur le côté sur l'armoire les clés de la Audi. Il part et ouvre la porte du garage. Je vois la voiture s'en aller. Je ne fais rien, je ne dis rien, je reste installé là avec mon PC devant moi que je ferme. Au moment où il part, je me mets à la fenêtre et je lui dis au revoir. Il se retourne très légèrement en faisant une manœuvre et me dit au revoir lui aussi. Je prends la voiture et je remarque à quel point la fille, l'autostoppeuse, est exceptionnelle. Je remarque à quel point cette autostoppeuse est exceptionnelle. Elle tend le bras, elle garde le pouce en l'air et me regarde passer avec la voiture. Elle ne dit absolument rien et je regarde ses cheveux qui sont vraiment noirs. Ses cheveux qui sont entièrement noirs, je les regarde. Ils sont bien lissés et étirés vers le bas. Et c'est là que je regarde le fondement des nuages dans le ciel. Je regarde le fondement des nuages dans le ciel qui recouvre entièrement le ciel bleu. Avec la lumière de dehors, c'est le matin et je regarde. Cette lumière est vague et presque dorée. Elle est vague et presque dorée et elle casserait la couleur du bleu qu'il y a au-dessus de moi. Elle casserait presque la couleur du bleu qu'il y a au-dessus de moi. Et c'est là que je remarque cette autostoppeuse qui s'approche de ma voiture. Ma voiture s'arrête et je la prends en stop. Je remarque la couleur de ses yeux. Elle a de beaux yeux bleus et un carré frangé noir. Elle s'avance et me demande mon nom. Je lui réponds, et c'est là qu'elle me demande mon surnom. À l'intérieur, avec son carré frangé noir et ses yeux bleus, elle me regarde. Je lui réponds que je m'appelle Sylvane, que mon surnom c'est Sissi. On commence à parler de la famille et d'une personne qu'on aime bien telle que notre mère. Là, elle s'avance un peu plus près et me demande si elle peut se mettre au siège passager avant. Je lui dis oui, fais comme chez toi.
Elle rentre et elle se met au siège passager avant. Je regarde ses yeux et je regarde la couleur du ciel. Elle me voit faire ça plusieurs fois, et là elle me demande la même chose. Pourquoi est-ce que je regarde le ciel? Pourquoi est-ce que je la regarde elle? Et pourquoi est-ce que je regarde le ciel? Elle avait tout le temps la bouche fermée, elle ne disait rien. Elle ne disait rien, elle avait tout le temps la bouche fermée, et je voyais qu'elle se frottait les dents avec l'ongle de son pouce. Avec l'ongle de son pouce, avec l'ongle de son index, elle se frottait les dents. C'était sûrement un tic nerveux. Là, elle se rapproche de moi. Elle se rapproche de moi, et tout doucement, elle commence à mettre sa main. Elle commence à mettre sa main d'abord sur la poignée. D'abord sur la poignée de la voiture, du changement de vitesse, elle met sa main. Elle s'approche de moi et je vois qu'elle a envie de me faire des avances. Elle met sa main ensuite sur ma cuisse et la passe à mon entrejambe. Je reprends sa main sévèrement, je la mets sur sa cuisse à elle et je lui dis « Je suis désolé, j'ai déjà un copain ». Au moment où j'ai dit ça, je savais qu'elle allait abréger sur mon copain, parler de Sylvain. Je regarde une nouvelle fois la couleur de ses yeux qui sont bleus, aussi bleus que ce qu'il y a dehors. Ses yeux qui sont bleus, aussi bleus que les ciels qu'il y a dehors, que cette couleur dorée qui est en train de casser le ciel. Cette couleur dorée qui est en train de casser le ciel comme la couleur jaune qu'il y a dès le matin quand on se lève et qu'on ouvre les rideaux. Je la regarde et c'est là qu'elle me donne son nom. Elle me donne son nom et je frotte alors sa main très légèrement. Je lui dis qu'elle a les mains froides. Elle remet sa main alors sur sa cuisse et je lui dis « Je suis désolé mais je ne suis pas célibataire, j'ai un copain ». Ensuite elle regarde par la fenêtre et demande si je peux ouvrir la fenêtre de son côté. Elle respire l'air et me dit son nom. C'est alors que je regarde ma guitare à l'arrière et je lui dis « T'inquiète pas, je t'écoute ». Elle continue à parler. Je ne veux pas rentrer, je veux continuer à parler avec elle. C'est ainsi qu'elle m'a invité prendre un café. C'est ainsi qu'elle m'a invité prendre un café et alors la jeune fille parle. Elle parle encore avec détermination. Elle a des opinions sur tout ce que je dis et elle parle avec détermination. Pourquoi, je ne sais pas, mais je l'écoute. Je l'écoute avec tellement de détermination qu'elle continue à parler. Elle a une opinion sur tout ce que je dis, tout ce que je raconte. À un moment, je commence à secouer la tête pour faire mine d'écouter ce qu'elle dit. Pour faire mine d'écouter ce qu'elle dit, je commence à secouer la tête. De temps en temps, parfois, je dis évidemment. Je regarde de temps en temps ses yeux et la couleur qui devient de plus en plus grisâtre, la couleur du ciel qui devient de plus en plus grisâtre à l'extérieur, fixant les buildings qui touchent le ciel. Je regarde ainsi le ciel qui devient de plus en plus grisâtre, mais je secoue la tête et de temps en temps je dis évidemment, bien sûr, parfois. Parfois ça diminue et je ne prête plus attention à ce qu'elle dit. Je regarde dehors encore une fois et de temps en temps j'arrive à voir quelques espaces bleus, tout comme ses yeux. Ça me donne un frisson et je regarde ses yeux qui deviennent de plus en plus clairs avec la lumière du soleil qui dehors apparaît et devient bleu comme ses yeux. Soudainement, je regarde cette fille et Sylvain m'appelle. Sylvain m'appelle soudainement et je regarde. C'est un faux numéro. C'est un faux numéro. Soudain, Sylvain m'appelle. Je ne décroche pas. Finalement, je sais que c'est un faux numéro. Il m'avoua alors avoir dit qu'il avait rencontré une fille. Quand je décroche finalement pour la 3e fois après avoir regardé 3 fois l'écran de mon GSM, il m'avoua avoir rencontré une fille. Je lui remercie de ne pas m'avoir menti et d'avoir dit la vérité. Finalement, je me retourne vers cette fille. Elle me dit son nom une nouvelle fois pour ne pas que j'oublie. Et elle semble avoir des moments d'amnésie. Elle semble avoir des moments d'amnésie, de temps en temps elle reparle de la même chose ou me redemande mon nom. C'est ainsi que je sors et je lui dis merci pour le café. Je pars avec la tasse qu'elle m'a offerte. Je pars avec la tasse qu'elle m'a offerte, que je laisse sur la table, et c'est ensuite que je pars avec le café qu'elle m'a offert à emporter. Je pars et je prends ma voiture, elle me dit merci et me remercie pour le café que je lui ai payé et qu'elle m'a payé pour moi. J'ai une tension dans le dos, j'ai peur que Samuel s'en rende compte, mais lui vient de m'avouer qu'il avait parlé à une fille tout comme moi je l'ai fait. On s'était promis de ne parler qu'à des garçons, de ne parler qu'à des personnes qui ne sont pas amoureuses de nous. Finalement, on s'était promis quelque chose et on a rompu tous les deux notre accord. Alors je reviens en panique, mais tout de même presque calmé, comme il m'a avoué qu'il avait parlé avec une fille. Je reviens et j'appelle le docteur Fisher, mon psy. J'appelle le docteur Fisher, mon psy.
Il me dit qu'il a une thérapie dans pas longtemps. Alors pourquoi attendre? J'avance et je prends la voiture. Je passe la première, je passe la deuxième et la troisième. J'avance sur les rues, sur les routes. Et pourquoi attendre? Je vais chez le docteur Fischer. Il m'ouvre sa porte et c'est là que je commence à parler. J'affirme que j'ai parlé à une fille et que j'ai rompu l'accord que j'ai fait avec mon copain. Il écrit alors tout ce que je dis et je dis à Samuel que je vais rentrer peut-être tard car je suis chez le psy. Il me demande pourquoi quand je rentre, finalement je m'assieds sur le lit. Il me regarde, m'embrasse et me dit que rompre notre accord n'est pas grave. Il s'assied derrière moi, passe ses mains sur mes épaules et me fait un massage. Je me détends et je sens soudainement chaque vertèbre de ma colonne vertébrale se détendre. Comme si j'avais l'impression que ma colonne vertébrale était tendue quand je marchais dans les rues de New York. Quand il me fait ce massage sur le lit, j'ai l'impression que chaque vertèbre se détend les unes après les autres. Je le regarde, je l'embrasse et je dis « mon mari ». Il me répond « oui », je regarde par la fenêtre. Et je lui dis que j'ai rencontré cette fille qui a les yeux bleus, aussi bleus que le ciel. Dehors, il regarde et me dit que le ciel est gris. Je me retourne vers lui, et finalement il me regarde, et quand je me retourne vers lui, je suis déterminé à lui dire que finalement, si le ciel est gris, c'est que ça n'avait pas d'importance. On s'embrasse et on s'effondre sur le lit. On s'embrasse et on s'effondre sur le lit. On respire, on inspire et on expire. Il se tourne vers moi, dégage mes cheveux et m'embrasse une nouvelle fois. Il allume la télé, choisit une série et regarde Netflix avec moi. Soudainement, les lumières s'éteignent dans la chambre. Je ferme mon livre que j'avais commencé à lire. Quand il met le premier épisode, je regarde la télé qui finit par s'éteindre. J'éteins les lumières avec mon bras bionique et je le regarde. Il me dit merci et s'endort à côté de moi. Quand le dernier épisode est terminé, il est en train de dormir et j'entends sa respiration. Peut-être s'est-il endormi à cause des battements de mon cœur. Ces temps-ci, elle ne se sentait pas indifférente. Avec le charme le plus exubérant, elle est rentrée dans la pièce. S'est posée derrière le canapé, derrière le fauteuil. Elle s'est posée, et avec le charme le plus exubérant possible, elle regardait par la fenêtre. Ma mère est entrée avec sa longue robe noire et ses traînes au tissu fin et noir. Elle a pris son verre et s'est rempli un verre de vin rouge très foncé. Elle a regardé par la fenêtre, et là, avec le charme le plus exubérant possible, est rentrée Adélaïde, ma grand-mère que je ne supporte pas. Elle avait un jeans noir, un châle aux courbes voluptueuses et aux courbes charmées. Aux courbes charmées, voluptueuses et authentiques, elle regardait aussi par la fenêtre. Elle s'est posée ensuite sur le côté, sur le canapé, sur le fauteuil, a pris son verre vide et a attendu qu'on le serve. Elle est partie se chercher un verre de vin blanc, qu'elle a posé sur la table, et elle fumait sa cigarette à l'intérieur, sans prendre en compte les murs blancs à l'extérieur. Sans prendre en compte les murs blancs à l'extérieur et à l'intérieur, elle fumait sa cigarette. Et là, venait partout se poser la fumée de sa cigarette et l'odeur de la nicotine. Au-dessus, il y avait l'alarme incendie, en cas d'incendie et de fumée déclenchée à l'intérieur. Elle n'y avait même pas prêté attention. Elle avait allumé sa cigarette avec son briquet à gaz et était en train de fumer. Elle avait un jeans noir, un châle avec de belles courbes voluptueuses et charmées, qui était tout aussi sensible qu'elle quand elle fumait sa cigarette. Elle s'est assise et a croisé les jambes. Je voyais que les mouvements de sa cigarette faits par son index, son doigt et son majeur étaient redondants. Ils étaient redondants et je voyais que les doigts faits avec son index. Je voyais que les mouvements de doigts faits professionnellement avec son index, son majeur, ainsi que son auriculaire peut-être, tous ses doigts en fait. Tous ses doigts, son index, son majeur, son auriculaire, son pouce. Elle tenait sa cigarette et faisait des mouvements, les cendres tombaient sur le sol, jusqu'à ce que je vienne à en mettre le tapis sur le côté, parce que j'en avais marre de voir les cendres tomber. Charmante, elle s'est présentée à moi et a commencé à parler à Sylvane. Nous allons partager un plat de pâtes ce soir-là, un spaghetti bolognaise que nous allons partager à deux. Mais exigeant venir à la maison, offrir des cadeaux et se présenter à tout le monde. Elle est rentrée, elle est restée presque 1 heure. Je voyais que les courbes qu'il y avait sur son châle étaient généreuses. Elles étaient plus que grandes, plus que petites ou alors plus que légères. Plus souvent, elles étaient grandes, et tout autour, elles étaient petites et nombreuses. Elles étaient généreuses, voluptueuses, grandes. C'était comme une fresque portée sur elle-même par un tissu blanc.
Il y avait un boa qui se soulageait très légèrement à être porté par son cou, un boa blanc, daltonien, avec des yeux rouges. Du soulagement qu'elle n'avait pas encore parlé de Balenciaga ou encore de ce qu'elle portait. De ce qui avait été porté ce soir-là, du soulagement qu'elle n'avait pas encore parlé de ses vêtements, de ses chaussures ou alors de son sac en peau de cerf qu'elle n'avait pas parlé encore. Par ce soulagement, je me suis assis et je me suis servi un verre d'eau, buvant autre chose que de l'alcool car je pouvais devenir agressif. Je les ai regardés, ils se sont chacun présentés, disant que c'était leur mère ou alors leur grand-père. Disant que c'était alors ma mère, mon grand-père, leur grand-père, peut-être leur sœur, leur fille, leur demi-sœur, leur demi-frère, et il y avait mes deux sœurs dans le coin près de la porte qui attendaient calmement. Elles attendaient calmement et elles avaient le pied sur lequel de la porte. Elles, ce n'était pas quelque chose de vraiment extraordinaire. Les filles étaient juste munies d'un jeans, un jeans noir normal, un crop top blanc, et elles regardaient et se foulaient. Elles se foulaient dans la situation actuelle. Elles étaient en train de se fondre dans la situation, mais elles refoulaient des souvenirs par rapport à Morgane. Par rapport à Morgane, elles refoulaient des souvenirs, et dans la situation actuelle de la fête qui avait été mise à l'arrache chez nous, cette fête qui avait été mise à l'arrache chez nous, qui avait été totalement inventée par ma mère en longue robe noire, avec un imprimé noir elle-même translucide, ce petit tissu très fin qu'elle portait autour d'elle. Elle avait son sac tout petit, et ce petit tissu translucide qui tombait par terre, telle une voile à traîne. Telle une voile à traîne, ou telle une mariée habillée en noir, une robe sirène avec un voile à traîne par terre d'un tout petit tissu translucide, telle la lumière qui devenait encore plus noire dehors, elle me regardait avec son verre. Elle ne bougeait pas comme si elle était figée sur le sol, exigeant peut-être qu'on la serve ou qu'on lui parle, qu'on vienne à lui parler ou engager la discussion. Elle était figée sur le sol avec les pieds joints, ses grandes chaussures noires à talons, que je regardais avec un soulagement, ses grandes chaussures noires à talons aiguilles. Elle était là et elle attendait. Patiemment, on regardait. Mais tout le monde s'est présenté ce soir-là, et c'est là que j'ai vu que la lumière dehors a commencé à s'éteindre petit à petit. Je me suis assis à la fenêtre et il est venu près de moi. Il n'a rien dit, pas un mot. Il est venu près de moi et est arrivé à la fenêtre. Soudainement, Adélaïde s'est mise à côté de nous, s'est présentée à Sylvain et a dit « J'ai un cadeau pour toi ». Il s'est retourné, explicite, il a dit « Ah oui ». Et elle a dit « Ma reconnaissance ». Elle est partie, a repris son verre et finalement s'est assise sur un fauteuil. Ensuite, ma mère est arrivée sur le côté, s'est présentée à moi et je dis « J'ai un cadeau pour toi ». Je l'ai ouvert, c'était une paire de Nike de chaussures, je lui avais dit qu'il m'en fallait. Des chaussures blancs Nike, des Nike blanches, imprimées blanc sur blanc. Je l'ai remercié, je les ai essayées, et lui, il regardait dehors les lampadaires s'éteindre un à un sur l'autoroute, car il commençait à faire nuit.